Actrice, leader politique, présidente du Féminec. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Madame Ndoye. Bonsoir à vous Sarah et merci pour toutes ces informations. Vous l'avez dit, nous recevons avec beaucoup de plaisir Madame Ngoné Ndoye. Elle a été ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur. Elle a été maire, donc pas mal de sujets à évoquer avec elle. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye Der. D'abord, l'actualité nous commande de parler de ce qui se passe entre le Sénégal, le Mali et la CEDEAO. Ces sanctions infligées à la CEDEAO, au Mali par la CEDEAO, comme je disais, vous avez été en charge des Sénégalais de l'extérieur, donc forcément sensible à ce qui arrive face à cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec les sanctions? Absolument pas. Bien entendu. Pourquoi? Bonsoir Abdoulaye Der. Oui. Bonsoir à vos téléspectateurs. Mon cœur aujourd'hui a passé la journée avec les Sénégalais de la diaspora. Nous sommes dans le CSD aujourd'hui en train de faire les Marathon Days pour inscrire tous les Sénégalais de l'extérieur sur notre plateforme. Et il arrive que cette grande communauté de Sénégalais au Mali est frappée par cette sanction en même temps que le pays. J'ai le cœur serré pour toutes ces femmes qui, elles, ne vivent pas au Mali, mais qui vont entre 21 et 45 jours pour faire des tissus, pour faire des tchoupes, pour acheter des produits. Elles sont certainement coincées. Une mesure qui est arrivée brusquement, brutalement et tout de suite appliquée. C'est plus que Est-ce qu'il ne faut pas penser à un corridor pour justement les Maliennes bloqués au Sénégal qui voudraient retourner dans leur pays, tout comme les Sénégalais et Sénégalaises qui se sont retrouvés donc bloqués au Mali par ce Il faut faire mieux que cela. Il faut faire mieux que cela. Il faut tout de suite commencer les pourparlers pour trouver une solution rapide à cette question. J'ai l'impression de revivre la balkanisation de l'Afrique. J'ai l'impression que nous n'arrivons pas à nous entendre et à parler d'une seule voix, à harmoniser nos politiques et à nous entendre. J'ai l'impression que les fautes des hommes politiques, ce sont les populations qui les payent. Ce ne sont pas les populations maliennes qui sont en faute. Ils ont souffert, les pauvres. Ils ont crié sur tous les toits avant d'en arriver à cela. Conduits par un imam. L'imam Diko. Parce que finalement, il n'y avait même plus de possibilité pour parler. Mais qu'est-ce qu'en ce moment-là, la CEDEAO avait fait? Ce n'est pas aujourd'hui seulement, parce qu'il y a eu un coup d'État, qu'on doit mettre en embargo tout un pays, toute une population. Et le Sénégal dans cette affaire. Mais souvent aussi, on critique les instances sous-régionales, régionales et même africaines de ne rien faire face à des situations qui se présentent sur le continent. La CEDEAO essaie de faire quelque chose. Non, je critique aussi. La critique, c'est qu'il fallait parler avant. C'est ça ce que je dis. Qu'est-ce qui a été fait avant? Je veux dire, avant qu'on en arrive à cette situation. À cette situation, il fallait répondre à l'appel incessant des Maliens. Il y a une instabilité, une difficulté au Mali, et c'est le ventre mou de la sous-région. Si aujourd'hui, nous, Sénégalais, nous participons à ce programme déroulé par la CEDEAO, moi, quand j'ai été maire, quand même, j'ai accueilli les camionneurs maliens. Nous avons eu beaucoup de fois des difficultés. Nous avons pu harmoniser nos positions jusqu'à trouver aujourd'hui un hangar pour ces camionneurs maliens. Il y a un transport qui se fait, des relations sont nées. Et ce transport malien, inutile de le dire, j'ai entendu votre invité de tout à l'heure que je salue et que je respecte, Gora Khouma. Donc le transport malien est important pour le port de Dakar aussi. Très, très important. Ça ne veut pas dire que le Sénégal non plus n'est pas important pour le Mali, mais je prêche pour ma chapelle. D'autant plus qu'il y a la Guinée et la Mauritanie qui ont ouvert Ce que je veux dire, c'est que justement, quand quelqu'un vous ouvre sa porte en cas de difficulté, quand il y aura la paix, qu'est-ce que cette personne fera? Elle ne va pas lâcher ses nouveaux amis pour les anciens. Je pense donc qu'il faut se dire... Surtout que la nature est horreur du vide. Comme ce que disait, je pense que c'est De Gaulle, il paraît... Les États, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je pense donc que la sagesse va revenir, le calme, la sérénité, pour amener le calme dans cette sous-région, trouver d'autres solutions que cet embargo. Et comme l'a préconisé le professeur Pendambo dans l'édition qu'on a suivie du journal présenté par Sarah Cissé, d'aller que le Sénégal aille à des négociations directement. Il faut ouvrir des négociations. Oui, pour régler le problème. Absolument, et très rapidement. Il faut ouvrir les négociations très rapidement. Mais à côté aussi, on réclame la démocratie, madame. C'est un coup d'État qui a porté Assimi Goïta. Oui, c'est pourquoi j'ai dit avant le coup d'État, avant ce double coup d'État, le peuple malien
a parlé Oui. et s'est exprimé. Le peuple malien a souffert. Le peuple malien a connu des difficultés. Et c'est en ce moment-là que la CEDEAO aurait dû prendre son bâton de pèlerin. Il faut penser toujours à la démocratie des peuples. Il faut harmoniser nos positions. Il faut savoir que si nous sommes seuls, nous sommes faibles. Et ça, vraiment, je tenais à le dire. Et je lance vraiment un appel aux autorités. J'espère que l'appel sera entendu, Madame la Ministre. Comme vous l'avez dit, le peuple malien avait parlé. Le peuple sénégalais aussi réclame des élections apaisées. On va vers des locales à enjeu, on le sait, émaillées de violence déjà. Déjà, vous, comment est-ce que vous appréhendez ces élections? Je me suis déjà exprimée sur l'une de vos antennes. C'est le grand jury, auprès de M. Babacar Fall, et à qui je fais mes amitiés en passant. Et j'avais dit que je ne sentais pas ces élections, que le climat social ne s'y prêtait pas, et que le climat même socio-économique ne s'y prêtait pas, j'avais dit, exactement. C'est parce que c'est bien de faire les élections à date échue. C'est important pour la démocratie, comme on dit, pour être comme tout le monde, faire comme tout le monde. Mais c'est encore mieux de voir ses intérêts. Déjà, il y avait une tension sociale latente dans le pays. Il faut appeler les choses un chat un chat. Déjà, à vous suivre, donc vous auriez préconisé un report. Ah oui. Un énième report, quand même. Oui, oui. Vous savez ce qu'il nous manque? Et ça, je l'ai emprunté à M. Aziz Fall, que je ne connais pas encore et que je vais aller chercher, parce que j'ai lu sur Internet quelque part qu'il avait écrit un livre sur notre devise. Ce que c'est que notre devise, ce qui est devenu notre devise. Nous courons vers quoi et pourquoi? Un peuple que nous sommes, un but, c'est lequel? Une foi. Quelle foi? Aujourd'hui, vous prenez un jeune Sénégalais, vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez, il va vous dire réussir. Il ne vous dira pas servir mon peuple. Est-ce que nous n'avons pas de problème avec déjà nos fondamentaux? Donc pour cela, il faut que le pays s'arrête un peu et se regarde, comme j'avais dit, en face pour reprendre les choses et les remettre en l'état. Quoi qu'il en soit, c'est déjà fait. Nous allons aux élections. Oui. Nous allons aux élections, il faut y aller avec sagesse, certes. Mais aussi, les gens ont dans la gorge le désir de s'imposer, le désir de changer les choses. Donc, oui, mais est-ce que ce désir de changer les choses, mis face à ces enjeux, où on voit autant de violence, conquérir une mairie ou conserver l'exercice du pouvoir dans cette mairie, le jeu en vaut-il la chandelle finalement? Je ne prêche pas pour la violence. Je disais simplement que les gens ont envie et besoin de changer les choses. D'autres pensent qu'ils ont raison et qu'ils doivent conserver leur fauteuil. Mais dans tout ça, qu'en est-il du citoyen? Moi, Femme Jacques Diop me disait toujours qu'il fallait rendre le pouvoir aux citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, de leurs élus? Et c'est ça la bonne question. S'ils savent ce qu'ils attendent de leurs élus, ils sauront choisir le meilleur pour eux. Et on n'aura pas de problème durant la campagne électorale. Mais aujourd'hui, justement, les choses sont dévoyées. On ne sait plus pourquoi on veut être maire. C'est juste le pouvoir. Entre le pouvoir d'exercer, la puissance de l'argent et le devoir de servir son pays, il y a une barrière quand même que beaucoup n'ont pas franchie. Vous avez l'expérience et en l'état des choses, un maire peut-il développer réellement une localité sans l'appui de l'État? Mon cri du cœur lancé au début de l'acte 3, j'avais quand même émis des réserves sur un peu globalement certaines choses que j'avais remarquées dans l'acte 3. Mais le maire est la meilleure personne pour développer pas seulement son territoire, mais aussi le pays. Les pays se développent par la localité. Mais en ont-ils les moyens, madame? Oui, j'en arrive. Et ça se développe par la localité. Mais encore faut-il d'abord avoir cet engagement et ce désir, mais aussi être en parfaite cohésion avec les populations. Les populations aujourd'hui ne savent pas à quoi sert un maire. Un maire, ce n'est pas pour aller à des baptêmes, à des cérémonies. Ce n'est pas pour de la représentation. C'est pour pouvoir développer l'économie des terroirs, créer de la richesse. Alors, quelle politique permettre aux populations... Justement, quelle politique pour de décentralisation? Je suis dans la décentralisation. Je suis dans la décentralisation. Si je dis développer l'économie de son terroir, c'est de la décentralisation. Il ne faut pas non plus que la déconcentration bloque les services décentralisés. Il faut avoir accès à ses ressources, à sa terre. Aujourd'hui, c'est de l'État central que l'on décide des surfaces dans les localités. Alors que le maire, sur 28 représentations, n'a qu'une signature. Et pourtant, si ça tourne mal, on dit que c'est le maire qui a dilapidé. Il faut qu'on revoie les choses en face. Je pense que pour être un bon maire, il faut amener le mieux vivre dans la localité. Il faut assainir les villes.
Il faut enlever les ordures dans les villes. Il faut permettre l'accès à l'éducation dans les villes. Il faut permettre l'accès aux services sociaux de base. Il faut permettre aux populations qui vivent dans ces localités-là d'éclore leurs talents dans leur propre périmètre communal. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas, s'ils ont besoin de quelque chose au niveau local, c'est au niveau central qu'ils vont aller chercher et les autorisations et la possibilité. Exactement. C'est avec tout ce tohu-bohu que j'ai dit qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on se parle. Donc il ne sert à rien de courir vers les élections, pour ma part. Je pense qu'il faut revoir nos fondamentaux et revoir comment et pourquoi les gens doivent aller aux élections. C'est dommage de sentir déjà de la violence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ça devait être un débat d'idées. En 15 jours, on ne peut pas convaincre une population. On convainc une population par son quotidien, sa manière de travailler, sa manière d'orienter et sa manière de faire. On convainc une population par des programmes établis. Et pour chaque programme, il faut savoir trouver les ressources qu'il faut. Ces ressources-là, elles sont soit sur le territoire communal, soit elles sont au niveau de l'État central ou alors au niveau de pays tiers. Parce qu'avec les organisations internationales des élus locaux, il y a beaucoup de possibilités. Avec la coopération décentralisée d'abord et la coopération internationale ensuite. Mais encore faudrait-il que les élus puissent avoir les mains libres. Alors, il y a eu des changements au plan politique dans le mode d'élection. Avant, à votre époque, c'était des listes qu'on élisait. Mais maintenant, on sait qui va être le maire. Pour vous, c'est une avancée majeure? Une bonne avancée, mais qui n'est pas accompagnée. Moi, mon problème au Sénégal, ça demeure les coalitions de partis. Ça ne change pas. Vous savez, un Pourquoi bon ça maire... pose problème? Mon problème, c'est les coalitions de partis. Parce qu'un maire qui a le profil d'être un très bon maire, qui habite Rufisque, qui s'appellerait peut-être Daouda Niang, mais qui appartient à une coalition qui ne fait pas 300 et quelques partis politiques. S'il est tête de liste de sa coalition, la faiblesse des moyens, la faiblesse du dégagement, la faiblesse de la campagne, la petitesse de ses ressources vont faire que sur les yeux du commun des Sénégalais qui n'a pas l'expérience, c'est l'autre qui est le plus fort. Parce que tous ceux qui sont, surtout quand on est du pouvoir, des directeurs, des ministres, des chefs de service, des PCA, ils vont tous se mettre sur une seule liste pour accompagner une personne qui, la plupart du temps, n'a même pas le temps de la collectivité locale. Parfois, on voit de très bons profils. Mais souvent aussi, c'est des personnes qui ont plusieurs postes et qui cumulent des fonctions, qui n'ont donc pas le temps. Et qui, s'ils doivent choisir, vont choisir l'État central plutôt que la collectivité. Alors que les anciens maires qu'on avait, qui étaient exclusivement ou maires ou députés, se battaient à l'hémicycle pour que les budgets reviennent aux collectivités territoriales, pour accompagner le développement des terroirs. Mais aujourd'hui, si vous prenez un ministre maire ou un directeur national maire, il va choisir l'État central quand il s'agira d'arbitrer. Et tout cela donc pose problème. Moi, j'aimerais bien que dans chaque local, c'est très bien qu'on aille directement au suffrage direct, mais on devrait l'accompagner aussi avec la possibilité que les partis locaux puissent investir des personnalités locales sans coalition de partis. Que chacun puisse aller avec un groupe de conseillers qui croient en vous et vous allez compétir. Mais si ce sont des coalitions, pour moi, c'est un tout petit peu... Bon, c'est une avancée, mais il reste encore, et le combat continue. Et vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que ces municipales constituent un tour de chauffe pour la présidentielle déjà de 2024? Fondamentalement. Fondamentalement. Vous savez, qui perd la capitale, par exemple, ou les grandes villes, pourrait perdre le Sénégal si on est au gouvernement. Parce que ce sont des villes d'influence, ce sont des zones d'influence et ce sont des possibilités avec des budgets importants, mais aussi avec une présence au niveau de l'international. Cela agrandit le carnet d'adresses, cela agrandit les possibilités. Donc les États, les gouvernants ne souhaitent pas toujours perdre les grandes villes et les... Un message donc pour les protagonistes du 23 janvier prochain. Bon, même si je reste un peu sur ma faim, je pense que la décentralisation au Sénégal quand même mérite beaucoup mieux que ce qui se passe maintenant. C'est un bras technique important qui appuie le développement des pays. Aujourd'hui, les femmes de Guy Marius, je suis sûre, vont ressentir l'absence des camionneurs maliens directement. Elles ne vont plus faire de restauration, beaucoup ne vont plus louer, beaucoup auront des problèmes pour l'accès à l'éducation de leurs enfants, beaucoup de femmes auront des difficultés. Donc la décentralisation est quelque chose d'hyper important et il faut plus donner la parole à ceux qui seront des élus locaux, Inch'Allah. Je voudrais simplement leur dire aussi, si vous vous battez, que vous violentiez aussi bien vous que les populations, il ne restera rien au lendemain du 23 janvier.
alors qu'il faut garder en l'état le Sénégal pour que au lendemain du 23 janvier, nous puissions continuer à exister et continuer à servir. Vous êtes toujours impliqué politiquement Absolument pas, non. à Rufisque? Je ne suis candidate à rien, Oui. je ne suis pas impliquée, je ne suis d'aucun parti politique, mais je soutiens le développement du Sénégal et du continent. Et pour Rufisque, donc, vous souhaitez quel maire de ville? Celui qui n'aura pas beaucoup de temps pour aller aux cérémonies, celui qui aura la possibilité et l'entre-gens de faire venir des capitaux à Rufisque, celui qui aura la possibilité d'avoir des techniciens, les techniciens qu'il faut pour l'assainissement, celui qui pourra, de par sa personnalité, de par sa capacité de persuasion, de mettre autour de lui tous les acteurs, parce que celui qui aura perdu, il n'aura pas démérité. Il aura eu l'ambition de conduire sa ville, donc il faut apprendre à amener autour de soi tous les acteurs de Rufisque, appeler les Rufisquois de la diaspora pour qu'ils puissent venir investir la ville, mais obliger aussi toutes les sociétés qui sont sur Rufisque de s'impliquer pour le développement de la collectivité. Et je pense qu'avec ça, on a vraiment assez de candidats valables à Rufisque. Et je ne dirais pas que le meilleur gagne, mais que celui qui gagne sache qu'il n'est ni meilleur ni pire. Il est juste celui que Dieu a choisi et les autres vont l'accompagner. En général, le foncier pose toujours problème. Quels seront ces défis face à ce problème? Nous n'avons presque même plus de terre à Rufisque. Nous n'avons pas. Ce qu'il nous faut, c'est un réaménagement. Ce qu'il nous faut, c'est de l'assainissement. Ce qu'il nous faut, c'est de vendre la culture de Rufisque. Ce qu'il nous faut, c'est exister à côté de Dakar pour ne pas connaître le destin de Saint-Denis. Ce qu'il nous faut, c'est exister à côté de Diamniadio. Et pour cela, il faut beaucoup d'engagement et beaucoup d'entre-gens. Donc vous voyez en Diamniadio une ville concurrente de Non, Rufisque? parce qu'il manque des choses à Diamniadio que nous pouvons donner. Ouais. Et cela, nous en avons déjà parlé. Quand on a déjà parlé des CIO, moi j'avais déjà dit que tout ce qui est Mbapat, tout ce qui est jeu culturel, tout ce qui est attrait culturel, tout ce qui est le Sénégal, la valorisation du Sénégal, on peut le trouver à Rufisque. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ngoné Ndoye. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.